Les tiroirs sentaient la lavande ancienne et le papier jauni. Pourtant, ce ne sont ni les bijoux, ni les robes mythiques, ni les affiches dorées de ces triomphes qui ont glacé les mains de ceux qui fouillaient l'héritage. C'étaient des lettres, serrées par des rubans, avec des phrases qui tremblaient plus que des chiffres. Pendant des années, le public a cru qu'une femme aussi adorée par le monde avait forcément laissé une forteresse de certitude à ses fils. Selon plusieurs récits publiés après sa disparition, la réalité était plus déchirante, presque ironique. Une star associée au luxe, mais une transmission intime marquée par des silences, des morceaux dispersés, des vérités rangées dans des enveloppes. Qui avait intérêt à ce que l'on parle des perles, et jamais des blessures, des films, et jamais des absences, des sourires, et jamais des nuits sans sommeil? Pourquoi certains proches ont-ils répété que tout était simple, alors que les documents personnels racontaient l'inverse? Et surtout, comment deux fils peuvent-ils découvrir trop tard que le vrai héritage n'était pas une fortune stable, mais un puzzle affectif laissé sans mode d'emploi? Sur les tapis rouges, Audrey Hepburn semblait flotter au-dessus du vacarme du siècle, silhouette nette, regard doux, voix calme, comme si le chaos n'osait pas l'approcher. Mais derrière la perfection du mythe, la mécanique familiale était plus fragile qu'on ne l'a dit. Née dans une Europe secouée, marquée très tôt par la guerre, la faim et l'absence d'un père parti trop loin, elle avait appris à se tenir droite quand le sol se dérobe. Ce réflexe de survie, admirable à l'écran, est devenu dans la vie privée une discipline de fer. Ne pas déranger, ne pas montrer, ne pas accuser. Puis viennent les mariages, les attentes, les promesses, les ruptures recousues pour la presse. Avec Mel Ferrer, elle cherche une maison, un rythme, une paix durable, et donne naissance à Sean Hepburn Ferrer, après des épreuves intimes que plusieurs biographies évoquent avec pudeur. Plus tard, avec Andrea Dotti, elle tente encore de bâtir un foyer et donne naissance à Luca Dotti, comme si l'amour pouvait enfin arrêter de glisser entre les doigts. Le public voit des photos élégantes, des enfants bien habillés, des vacances de cartes postales. Mais selon des confidences rapportées par l'entourage, la tension entre la femme publique et la mère inquiète ne cessait jamais. Et c'est là que le contraste social frappe de plein fouet. D'un côté, les studios, les contrats, les marques, les ovations, le fantasme d'une vie en soi. De l'autre, une femme qui compte son temps comme une urgence, qui culpabilise de partir tourner, qui écrit pour rester présente dans des maisons où elle n'est pas toujours là. Ce grand écart entre l'icône et la mère a nourri ce que ses fils ont lu plus tard dans ces mots. Un appel discret, presque douloureux, à être comprise au-delà du personnage. Si tout semblait déjà réglé sur les papiers officiels, pourquoi ces lettres donnaient-elles l'impression d'un testament émotionnel inachevé? Un détail revient comme une ombre qui avance. La peur de manquer de temps, non pas pour la carrière, mais pour réparer. Dans ses engagements humanitaires auprès du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, elle parlait des enfants du monde avec une intensité bouleversante, comme si chaque mission réveillait aussi une dette intime envers ses propres garçons. Les applaudissements couvraient tout, sauf cette angoisse persistante de ne pas avoir dit l'essentiel au bon moment. Quand une mère écrit plus qu'elle ne confesse à voix haute, ses fils héritent-ils d'un trésor ou d'une énigme impossible à refermer? Ils n'étaient pas nombreux à connaître l'envers du décor, et c'est justement ce petit cercle qui nourrit aujourd'hui les plus lourdes questions. Un clan de proches, d'intermédiaires, de conseillers, de visages polis, tous gardiens d'une image qu'il fallait maintenir immaculée. Dans les couloirs feutrés, on parlait de protection. Selon certaines sources, certains proches auraient surtout cherché à gérer le récit, à filtrer certaines vérités et à retarder les conversations les plus dangereuses. Qui décidait ce que les enfants devaient savoir et à quel moment? Qui classait les lettres? Qui écartait certaines copies? Qui recommandait de ne pas remuer le passé? Quand la célébrité devient une institution, la famille est-elle encore une famille ou un territoire administré par des silences? Au centre de ce dispositif,
apparaît une figure que beaucoup ont décrite comme un proche du tout premier cercle. Conseiller officieux pour les uns, appui indispensable pour les autres, rassurant en public, protecteur en apparence, mais entouré de murmures persistants. Selon des témoignages publiés dans la presse de l'époque et des récits biographiques, il aidait à tenir le cap, à organiser, à contenir les crises. Pourtant, derrière cette posture de bouclier, certains soupçonnaient une influence plus lourde. Sur l'agenda, sur les relations, sur ce qui devait rester dans l'ombre. Rien n'est simple, rien n'est monolithique, et l'histoire ne se réduit jamais à un seul coupable. Mais quand tous répètent qu'ils agissent pour le bien de la star, comment distinguer la loyauté de la prise de contrôle? Le mécanisme était redoutable. Plus l'image d'Audrey Hepburn devenait pure, plus son entourage devait rendre invisibles les aspérités humaines qui n'entrent pas dans une légende. On célébrait la grâce, on oubliait la fatigue. On vendait l'évidence d'un bonheur domestique. On passait sous silence les fractures répétées, les malentendus entre adultes, la peur des enfants de déranger une mère adorée mais constamment sollicitée. Ce pacte de respectabilité a peut-être protégé une réputation mondiale, mais il a aussi retardé des vérités que les fils n'ont rencontrées qu'à travers des textes posthumes. Et pendant que le clan verrouillait l'extérieur, une menace intérieure avançait comme une horloge discrète. Chaque année emportait des occasions de parler franchement. Chaque succès ajoutait une couche de vernis. Et après chaque déménagement, chaque tournage, chaque séparation, une nouvelle lettre semblait remplacer la conversation qui aurait dû avoir lieu ce jour-là. Si 5 personnes connaissent une vérité familiale et jurent de la garder pour préserver le mythe, que reste-t-il aux enfants quand le rideau tombe? La paix ou la sensation d'avoir été tenus à distance de leur propre histoire? La voix qui fissure le mythe n'est pas celle d'un puissant, mais celle d'une femme que personne n'invitait sur les tapis rouges. Une ancienne employée de maison, mentionnée dans des témoignages repris par la presse européenne, disait avoir vu la star sans maquillage social, les doigts crispés sur une tasse froide au petit matin. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle disait craindre de trahir, de salir, de perdre sa place dans un monde où les petites gens disparaissent quand les grands noms froncent les sourcils. Puis les années ont passé, et elle a raconté des scènes minuscules, mais terribles. Des lettres écrites tard dans la nuit, des enveloppes reprises, corrigées, cachées, comme si chaque mot pouvait blesser un fils ou en sauver un autre. Pourquoi a-t-elle attendu si longtemps, et qui lui demandait de se taire? Son témoignage n'a rien d'un spectacle, et c'est justement ce qui le rend troublant. Elle ne décrit pas des cris permanents, mais des gestes retenus, des phrases interrompues, des dîners où l'on parlait de tout sauf de l'essentiel. Selon elle, Audrey Hepburn relisait des pages anciennes avant certaines fêtes de famille, puis les rangeait brusquement lorsque des pas approchaient dans le couloir. Cela ressemble moins à un scandale flamboyant qu'à une peur intime de mal transmettre, de dire trop tôt, de dire trop tard. Et parfois, dans les drames familiaux, ce sont ces hésitations silencieuses qui blessent le plus. Le contraste devient presque insoutenable. Le monde entier la voit embrasser des enfants dans des zones de détresse, porter l'espoir sur ses épaules, transformer sa célébrité en mission morale. À la maison, selon ses confidences, elle se débat avec une question simple et vertigineuse. Comment être juste avec 2 fils issus de 2 histoires différentes, sans trahir aucun des deux, sans rouvrir les vieilles plaies des adultes? Ce n'est pas une affaire de monstre contre innocent. C'est une mosaïque de bonnes intentions, de maladresse, de fatigue, d'orgueil et de vérité remise à plus tard, jusqu'au jour où il ne reste que des pages à déchiffrer. Alors quand ses fils ont rouvert ces lettres, ils n'ont pas seulement rencontré leur mère, ils ont rencontré la version d'elle-même qu'elle n'osait peut-être offrir qu'au papier. Plus vulnérable, plus contradictoire, plus humaine que la légende impeccable. Et si la plus grande douleur de cet héritage était là, dans cette découverte tardive? Comprendre que l'amour était immense, mais qu'il avait été codé, classé, différé, jusqu'à devenir un message arrivé après l'heure.
Et c'est précisément à cet endroit du silence que surgit la blessure la plus troublante. Il y aurait eu, selon plusieurs récits biographiques, un moment où la confiance la plus intime s'est changée en écran opaque, non pas sous la forme d'une scène théâtrale, mais d'un des gestes feutrés d'une maison élégante, entre des portes refermées doucement, des appels passés à voix basse et des courriers que l'on disait trier pour éviter la douleur. Le plus déchirant n'est pas qu'Audrey Hepburn ait souffert d'incompréhension. Le plus déchirant, c'est qu'une partie de cette souffrance ait pu venir de ceux qui affirmaient la protéger. Dans une famille connue du monde entier, il arrive que l'amour se mélange à la gestion, et que la gestion commence à ressembler à une confiscation. Des proches auraient cru agir pour préserver la paix, alors qu'ils repoussaient peut-être la seule conversation capable de sauver quelque chose d'essentiel. Quand celui qui vous aide à tenir debout décide aussi de ce qui doit être caché à vos enfants, est-ce encore de la fidélité ou déjà une trahison? Dans des années où son image était devenue presque sacrée, Audrey avait une manie que plusieurs témoins ont relevée avec étonnement. Elle corrigeait sans cesse ses propres lettres, découpait une page, en réécrivait une autre, glissait une enveloppe dans un secrétaire, puis la retirait le lendemain, avec l'air de quelqu'un qui redoute moins le scandale public que la mauvaise interprétation privée. Cette obsession du mot juste fascinait certains, agaçait d'autres. Dans un univers où une seule apparition rapportait plus qu'une année de salaire pour bien des familles ordinaires, elle passait pourtant des soirées entières à réécrire une phrase destinée à un fils. C'est là qu'entre dans l'histoire une figure troublante, moins flamboyante qu'une rivale, mais bien plus dangereuse pour l'équilibre d'un foyer. Autour d'elle gravitaient des intermédiaires polis, des amis de confiance, des personnes chargées d'arranger, de classer, de calmer. Et parmi eux, un proche auquel elle accordait assez de crédit pour lui laisser toucher à ses papiers, à ses rendez-vous, parfois même à l'ordre émotionnel de la maison. Selon certaines sources, cette présence facilitait tout et compliquait tout en même temps. Elle éteignait les urgences visibles, mais elle installait aussi un filtre entre la mère et ses fils, comme si la vérité devait toujours passer par une douane sentimentale. On raconte qu'un incident, discret en apparence, aurait marqué un tournant. Un paquet de lettres préparé pour être remis plus tôt serait resté de côté, rangé avec d'autres documents jugés trop sensibles, trop confus ou simplement trop chargés d'émotions pour être livrés au moment voulu. Officiellement, il s'agissait d'éviter d'ouvrir de vieilles blessures. En effet, ce retard aurait transformé des paroles de réparation en découvertes postérieures, presque administratives, lorsqu'il n'était plus possible de demander à leur autrice ce qu'elle voulait dire exactement. Cette manière de lisser la réalité a laissé derrière elle une impression presque cruelle. À l'extérieur, tout semblait noble, maîtrisé, d'une distinction exemplaire. À l'intérieur, les enfants grandissaient avec des fragments, avec des intuitions, avec la sensation que certaines pièces du puzzle circulaient entre adultes sans jamais arriver jusqu'à eux. On ne leur mentait pas toujours de front, ce qui est parfois plus déstabilisant encore. On leur présentait seulement une version raccourcie, plus douce, plus praticable. Il faut aussi regarder ce que cette situation faisait à Audrey elle-même. Elle avait été élevée dans l'idée qu'il fallait supporter sans bruit, ne pas charger les autres de ses angoisses, rester digne même quand le cœur se fissure. Ce réflexe l'a rendue admirable et peut-être redoutablement vulnérable face aux personnes qui savaient parler à sa place. Plus elle craignait de blesser ses fils, plus elle laissait d'autres juger du moment convenable, du ton acceptable, de la vérité transmissible. Dans certaines maisons célèbres, le luxe n'empêche pas les scènes d'une tristesse banale. Une table dressée avec goût, l'argenterie brillante, les fleurs impeccables. Et pourtant un dîner où chacun évite le sujet essentiel. Un enfant qui perçoit qu'un nom ne doit pas être prononcé trop longtemps. Un courrier qu'on dit égaré, puis retrouvé, puis remis encore à plus tard. Le véritable scandale n'est pas toujours un cri. C'est parfois cette organisation raffinée de l'évitement. Selon des biographies et des souvenirs rapportés après coup, la question de l'équité entre les deux fils traversait Audrey comme une inquiétude tenace. Deux pères, deux histoires, deux contextes affectifs différents.
et cette peur de favoriser l'un en réparant l'autre. Là encore, l'entourage pouvait présenter ces arbitrages comme de simples précautions. Mais quand la précaution devient une habitude, elle produit un étrange héritage. Les enfants reçoivent des objets, des souvenirs, des images, tandis que la logique affective qui reliait tout cela reste enfermée dans des papiers tenus à distance. La société mondaine, elle, observait et commentait avec ce mélange d'admiration et de cruauté qui accompagne les légendes. On enviait sa grâce, ses résidences, ses jardins, ses vêtements devenus symboles. Derrière les dos tournés, on murmurait aussi qu'une femme aussi délicate ne pouvait pas vraiment gouverner seule sa vie privée, qu'il lui fallait forcément des mains plus fermes, des décisions prises pour elle, des arrangements dont elle ne verrait que le résultat. Cette condescendance, douce en apparence, a pu contribuer à légitimer des intrusions présentées comme naturelles. Et puis, il y a ce point que les fils n'ont peut-être saisi que bien plus tard. Une part de la distance qu'ils ressentaient n'était pas forcément un manque d'amour, mais le produit d'un système de médiation. La mère écrivait, hésitait, corrigeait. D'autres recevaient, conservaient, retardaient, reclassaient. Entre l'élan du cœur et l'arrivée du message, il y avait parfois tout un corridor de prudence, de protection et de décisions prises sans eux. Si la vérité d'une mère a été retenue par ceux qui prétendaient la servir, comment ces enfants auraient-ils pu comprendre à temps ce qu'elle tentait vraiment de leur transmettre? Il existe une autre pièce du puzzle, bien moins visible sur les photographies que les robes ou les sourires, et pourtant peut-être plus décisive que tout le reste. Sous le visage serein que le public croyait inaltérable, le corps d'Audrey envoyait depuis longtemps des signaux que l'entourage avait appris à maquiller avec élégance. Ce n'était pas le fracas d'un effondrement spectaculaire, mais une fatigue fine, insistante, parfois accompagnée de douleurs digestives, de fragilité ancienne, de réveil sans repos et d'un épuisement qui collait à la peau comme une seconde doublure. Elle avait connu la privation pendant la guerre, et nombre de témoins ont dit qu'elle gardait toute sa vie un rapport presque austère à la nourriture, à l'effort, au contrôle de soi. Or, un corps qui a traversé tôt le manque ne négocie jamais tout à fait comme les autres. Quand on exige encore de lui l'élégance, le voyage, la présence et le sourire, combien de temps peut-il cacher ce qu'il endure? Cette part médicale, longtemps enveloppée de discrétion, éclaire d'un jour nouveau certaines lettres où l'on devine l'urgence de dire sans alarmer. Audrey ne voulait pas être réduite à la faiblesse, et ceux qui l'entouraient avaient eux aussi intérêt à maintenir l'image d'une femme disponible, lumineuse, capable d'accomplir ce que l'on attendait d'elle. Les engagements humanitaires, les déplacements, les rencontres officielles, tout cela donnait au monde une silhouette admirable. Mais derrière cette silhouette, il y avait parfois une lutte intime entre le devoir moral, la volonté personnelle et les limites très concrètes d'un organisme fatigué. Selon plusieurs sources, elle avait des habitudes que certains trouvaient presque déroutantes. Elle pouvait refuser un repas entier, puis demander seulement un thé et un morceau de pain. Elle revenait d'un voyage et s'enfermait tôt, non par caprice, mais parce que le bruit, la lumière et la conversation devenaient trop lourds. Des proches parlaient d'une extrême discipline. D'autres, plus lucides peut-être, y voyaient les signes d'une femme qui économisait ses forces avec la précision d'une comptable de l'invisible. Dans ce paysage apparaît encore un personnage d'accompagnement, non pas un méchant de roman, mais un facilitateur du dépassement de soi. Un proche convaincu qu'elle devait continuer, qu'elle en était capable, qu'il fallait honorer les engagements, ne pas inquiéter inutilement, ne pas transformer un malaise en sujet central. Cette logique est familière dans les milieux célèbres. Tant que la star avance, tout le monde préfère parler de courage plutôt que de fragilité. Et pourtant, à force de présenter l'endurance comme une vertu pure, on finit par rendre illisible la souffrance réelle. Un épisode revient avec insistance dans plusieurs récits. Après un déplacement éprouvant, elle aurait minimisé des douleurs qui n'avaient plus rien de banal, et l'on aurait d'abord tenté de normaliser la situation, de parler d'épuisement passager, de repos insuffisant, de digestion contrariée. Rien de plus rassurant en apparence. Rien de plus pratique aussi pour éloigner la presse, rassurer la maison et éviter aux enfants une inquiétude jugée prématurée.
Mais dans une famille, le silence médical a souvent un prix affectif terrible. Il prive les proches de la possibilité d'entendre les mots pendant qu'ils peuvent encore être prononcés. Ce qui frappe, c'est la cohérence entre le corps et l'écriture. Plus sa santé devenait fragile, plus ces messages semblent, selon ceux qui les ont lus, chercher la justesse impossible entre aveu et protection. Elle ne voulait ni alourdir la conscience de ses fils, ni leur laisser une version polie de son état intérieur. Alors elle écrivait entre deux lignes, glissait un regret sous une formule tendre, remplaçait parfois une explication directe par une délicatesse presque trop subtile. Ce raffinement, si beau en apparence, pouvait devenir cruel avec le temps. Ce que la mère croyait adoucir, les fils ont pu le recevoir plus tard comme un code à déchiffrer. Le contraste social, ici encore, serre la gorge. Le public imaginait une existence privilégiée, entourée de médecins compétents, de maisons paisibles, de conforts rares, d'attention sans fin. Mais l'argent et le prestige n'annulent pas la logique du déni. On peut dormir dans des draps précieux et remettre malgré tout une conversation essentielle au lendemain. On peut avoir des moyens immenses et se retrouver pauvre d'une seule chose. Le moment juste pour parler simplement à ses enfants. Selon certains témoignages, la fatigue d'Audrey modifiait aussi l'ambiance domestique. Elle devenait plus silencieuse, plus attentive à ne pas peser sur les autres, et donc plus difficile à lire pour ceux qui l'aimaient. Les enfants perçoivent ces nuances avant même de pouvoir les nommer. Ils sentent qu'une porte intérieure s'est refermée, qu'une mère sourit avec sincérité, mais retient autre chose, qu'un après-midi normal porte une gravité qu'on ne leur explique pas. Plus tard, en relisant certaines lettres, cette gravité a pu prendre enfin son relief véritable. Il y a dans cette histoire une ironie presque insupportable. Le monde célébrait son visage comme une promesse de douceur universelle, tandis qu'au plus intime, elle se débattait avec la peur de transmettre l'inquiétude, la fatigue et le sentiment de ne pas avoir été assez présente au bon moment. Ces lettres ne seraient donc pas seulement des confidences sentimentales, elles deviendraient aussi les traces d'une bataille menée contre le temps, contre le corps, contre l'impossibilité de tout dire sans troubler ceux qu'elle voulait avant tout protéger. Si l'état réel d'une mère a été adouci jusqu'à l'effacer, ses fils pouvaient-ils vraiment comprendre ce qu'elle essayait de réparer avant qu'il ne soit trop tard? Puis il y a eu ce refuge discret dont parlent plusieurs proches, un lieu presque absent des récits glamour, mais central pour comprendre la femme derrière l'icône. Loin des salons où l'on recevait avec élégance, loin des obligations du monde, Audrey Hepburn semblait garder une relation presque vitale avec certains espaces retirés, notamment sa maison en Suisse, où le jardin, les volets, la lumière douce sur les meubles et l'odeur du papier formaient un second visage d'elle-même. Pour beaucoup, ce n'était qu'une résidence paisible. Pour ceux qui ont observé de plus près, c'était un territoire de repli, un endroit où tombait enfin une part du personnage, où l'actrice devenait une mère inquiète, une femme lasse, une gardienne de boîte, de rubans, de carnets et de correspondances que l'on ne montrait pas. Ce lieu n'avait rien d'un scandale mondain au sens banal du mot. Son mystère venait d'ailleurs. C'était la pièce secrète d'une vérité retenue. Que cachait vraiment cette maison silencieuse, sinon la version d'Audrey que le monde n'avait jamais le droit de voir? Le plus frappant, c'est le contraste entre la simplicité apparente du décor et la densité émotionnelle de ce qu'il contenait. Des rideaux clairs, une table sobre, des paniers, des albums, des piles de feuilles corrigées à la main, des enveloppes empilées avec une précision presque anxieuse. Des visiteurs de passage ont raconté une atmosphère de calme exemplaire. Pourtant, ce calme pouvait changer d'un instant à l'autre quand un sujet familial était abordé. Le silence ne devenait pas froid, il devenait protégé, comme si chaque objet avait été chargé de retenir une parole impossible. Dans cette retraite, ses habitudes prenaient parfois un tour presque ritualisé. Elle déplaçait elle-même certains papiers, elle revenait sur de vieux dossiers alors que personne ne l'y obligeait. Elle demandait qu'une pièce reste bien rangée, non pour l'apparence, mais parce qu'elle savait exactement ce qu'elle y avait laissé et ce qu'elle n'était pas prête à laisser circuler. Les employés voyaient une exigence raffinée,
D'autres y lisaient l'anxiété très concrète d'une femme qui tentait d'organiser son cœur comme on classe une archive fragile. C'est aussi dans cet espace que l'on devine l'influence d'un compagnon de l'ombre, non pas nécessairement malveillant, mais associé aux échappées loin du tumulte, aux heures où elle n'était plus tout à fait la figure publique attendue. Une présence qui comprenait son besoin d'isolement, qui pouvait offrir de la douceur, du répit, parfois même un alibi confortable pour éviter des explications plus difficiles. Le tentateur ici n'est pas forcément celui qui détruit, c'est parfois celui qui rend possible le retrait, celui auprès duquel on se sent assez en sécurité pour différer encore une conversation délicate avec ses propres enfants. Un incident donne à ce refuge une profondeur presque romanesque. Selon certaines sources, une partie des papiers les plus intimes n'était pas conservée dans les zones les plus visibles de la maison, mais dans un meuble discret, à l'abri des regards ordinaires, avec des annotations qui laissaient entendre qu'il ne s'agissait ni de simples souvenirs, ni de banalités administratives. Après sa disparition, l'ouverture de ces rangements n'aurait pas seulement révélé des mots d'amour, elle aurait mis au jour des hésitations, des remords, des nuances que la conversation quotidienne n'avait jamais portées jusqu'au bout. Ce lieu avait donc 2 étages invisibles. Le premier était celui du repos, de la nature, des fleurs, de la campagne qui semblait la réconcilier avec elle-même. Le second était celui du report. Des vérités conservées pour plus tard, des clarifications ajournées, des messages dont elle espérait peut-être choisir encore le moment idéal. Or, les refuges ont un prix. Ce qui apaise la femme peut parfois éloigner la mère. Plus un lieu devient un sanctuaire pour ce qu'on n'ose pas dire, plus il risque de se transformer après coup en scène de révélation tardive. Autour d'une telle maison, les rumeurs prospèrent toujours. Les voisins voient entrer peu de monde et imaginent beaucoup. Les visiteurs mondains décrivent un paradis champêtre. Les plus proches savent qu'un paradis peut aussi être une forteresse. On a jalousé ce retrait, cette élégance discrète, cette capacité à s'éloigner du vacarme, quand tant d'autres célébrités semblaient condamnées à l'agitation. Mais peu se demandaient combien de conversations restaient derrière les volets clos, combien de phrases s'interrompaient dans un couloir, combien de lettres remplaçaient une présence ou une explication. Ce refuge éclaire aussi la nature de l'héritage laissé aux fils. Ils n'ont pas seulement reçu des biens, des souvenirs ou le poids magnifique d'un nom adoré à travers le monde. Ils ont reçu des pièces retrouvées dans un lieu où leur mère se sentait assez vraie pour écrire ce qu'elle ne disait pas toujours. Cela change tout. Un objet transmis raconte une succession. Une lettre retrouvée dans une maison secrète raconte une âme divisée entre l'amour, la peur de blesser et l'illusion tenace qu'il y aurait encore du temps. Et c'est peut-être là que se noue la vérité la plus poignante de toute cette histoire. Le monde croyait qu'Audrey Hepburn avait laissé derrière elle un héritage ordonné, lumineux, presque exemplaire. Mais dans le calme d'une maison cachée du bruit, dans des tiroirs fermés avec soin, dans des mots révisés jusqu'à l'épuisement, se trouvait peut-être la preuve inverse. Non pas l'absence d'amour, jamais cela, mais une tendresse retardée par la peur, par la fatigue, par l'intervention des autres et par le refuge même qu'elle s'était construit. Si vous découvriez après coup que le lieu le plus paisible de votre mère abritait aussi tout ce qu'elle n'avait pas réussi à vous dire, y verriez-vous une consolation ou une blessure de plus? Et c'est justement au moment où cette blessure semblait impossible à mesurer qu'un dossier a commencé à parler. Selon certaines sources, une chemise cartonnée était gardée dans un coffre privé consulté après la disparition d'Audrey Hepburn. À l'intérieur figurait une annexe juridique qui ne ressemblait pas à un simple papier de succession. Ce texte liait l'accès à une partie de ses écrits personnels, de ses droits d'image et de ses correspondances à des validations extérieures, comme si une mère pouvait être séparée de ses propres mots par une mécanique contractuelle. Le public croyait à une transmission naturelle vers ses fils, mais ce document dessinait un autre paysage, fait de filtres, de délais et de permissions. Plus troublant encore, des formulations techniques donnaient au cercle de gestion un pouvoir d'interprétation très large, y compris sur ce qui pouvait être communiqué au nom de la protection familiale.
Selon des récits publiés en Europe, ce verrouillage n'était pas présenté comme une confiscation, mais comme une mesure de paix. Pourtant, quand la paix exige qu'une vérité maternelle attende derrière une signature, n'est-ce pas déjà une forme de captivité? Dans la pratique, ce contrat invisible transformait l'héritage en parcours d'obstacles. Une lettre pouvait exister, mais rester classée en document sensible. Une intention pouvait être claire dans l'écriture, puis devenir ambiguë au moment de la transmission, parce qu'un intermédiaire décidait qu'elle arrivait trop tôt ou trop brutalement. Les fils ne recevaient pas un refus frontal, ils recevaient un calendrier. Le plus dur, c'est que cette architecture juridique coïncidait avec une période où la santé d'Audrey exigeait l'inverse. De la simplicité, de la présence, des paroles directes. Son corps demandait du repos. Ses proches parlaient de protocole, et la maison se remplissait de rendez-vous administratifs. Sous la douceur légendaire, on distinguait une fatigue plus dense, des traits tirés certains soirs, une énergie économisée au geste près. Puis la dimension financière a ajouté une ombre de plus. Des revenus liés aux rediffusions, à l'exploitation de son image et à des publications validées après son histoire se retrouvaient ventilés dans des structures difficiles à lire pour un regard familial. Rien de spectaculaire en surface, aucun coffre éventré, mais une lente évaporation de lisibilité. Selon des sources biographiques, des personnes proches affirmaient gérer pour le bien commun, alors que les bénéficiaires naturels comprenaient tardivement ce qui avait été décidé sans eux. La scène de bascule, celle qui nourrit encore la colère de ceux qui ont suivi cette affaire, tient en un geste discret. Un proche de tout premier rang, présenté pendant des années comme protecteur, aurait fait repousser la remise d'un lot de lettres destinées aux fils, en invoquant le risque émotionnel d'une réception trop rapide. Le report n'a pas duré quelques jours, mais assez longtemps pour que la voix maternelle perde son immédiateté et devienne presque un dossier posthume. Là où Audrey cherchait à réparer, la procédure a figé. Et pourtant, au milieu de cette machine, elle a tenté un dernier redressement. Selon plusieurs témoignages concordants, elle aurait voulu simplifier elle-même certains circuits, réduire les intermédiaires et remettre en main propre des textes qu'elle révisait encore. Cet élan ressemblait à un retour à l'essentiel, presque une reconquête de son propre héritage intime. Mais la fatigue physique, les contraintes d'agenda et la résistance douce du système ont eu raison de cette tentative. Si une mère doit négocier son droit de parler à ses enfants à travers des clauses, qui a vraiment gagné dans cette histoire? Un autre détail, presque irrationnel, a ensuite glacé ceux qui connaissaient ses habitudes les plus secrètes. Avant les déplacements lourds, Audrey gardait près d'elle un petit objet de protection, évoqué par plusieurs proches comme un repère intime hérité d'années de peur anciennes. Ce n'était ni un bijou de prestige, ni un accessoire pour la presse, plutôt un signe discret qui l'aidait à tenir quand l'inquiétude montait. Or, le jour où son état s'est brusquement aggravé, cet objet n'était plus à sa place habituelle. On a retrouvé les papiers, les ordonnances, les notes pratiques, mais pas ce talisman personnel que certains disaient inséparable d'elle dans les moments d'angoisse. Dans une maison où rien n'était laissé au hasard, cette absence a résonné comme un avertissement. Qui l'a déplacée et pourquoi au moment même où elle avait le plus besoin de ses repères? Ce chapitre n'est pas une histoire de sortilège, c'est une histoire de fragilité humaine. Quand le corps se dérobe, on s'accroche à des rites minuscules. Une médaille, un tissu, un mot écrit à la main, un geste répété avant de dormir. Audrey, selon des récits de l'entourage, tenait à ces rituels avec une pudeur presque enfantine, comme si la discipline publique ne suffisait plus à contenir la peur privée. Sa dégradation physique avançait par vagues. Un matin semblait supportable, puis l'après-midi la laissait vider, avec cette pâleur silencieuse que le maquillage n'avait plus vocation à cacher, puisqu'elle se montrait moins. Elle parlait encore avec douceur, mais la longueur des phrases diminuait, et la maison comprenait sans le dire que chaque effort avait un coût. La fissure de la façade était là, nette, non dans un scandale visible, mais dans cette lutte quotidienne contre un épuisement qui grignotait tout.
C'est dans ce contexte que la disparition du talisman prend un poids presque cruel. Plusieurs versions ont circulé. Oubli involontaire, rangement déplacé, confusion domestique. Mais selon certains témoignages, un proche aurait eu accès à ces effets personnels avant que les fils ne puissent les consulter, sous prétexte de remettre de l'ordre et d'éviter des émotions inutiles. Encore une fois, la protection servait de justification à un tri. Dans les jours suivants, une autre perte a été relevée. Un carnet de notes, mentionné dans des inventaires partiels, n'apparaissait plus dans les boîtes ouvertes plus tard devant la famille. On parlait de feuilles arrachées, de pages recopiées ailleurs, de fragments conservés séparément pour être traités avec prudence. Mystère de mémoire, mystère d'archives, même résultat. Les fils lisaient une voix incomplète. La trahison a alors cessé d'être une intuition pour devenir une plaie nette. Selon certains témoignages, ce proche, qui connaissait la vulnérabilité d'Audrey et ses superstitions discrètes, aurait pu profiter de ce moment de faiblesse pour verrouiller davantage l'accès aux traces les plus sensibles. Il n'y avait pas de violence théâtrale, seulement l'efficacité froide d'une personne convaincue d'être indispensable. Ce type de geste ne brise pas une porte, il brise la confiance. Et malgré cela, elle a tenté un dernier élan. Elle aurait demandé qu'on prépare une rencontre calme avec ses deux fils, sans appareil médiatique et sans commentaires juridiques, pour dire simplement ce qui devait l'être. La rencontre a été reportée, puis encore reportée, au nom de son repos, de l'organisation, de la bonne fenêtre. Quand la fenêtre s'est enfin ouverte, il était trop tard pour la parole directe. Face à un héritage dont des pièces essentielles semblent avoir glissé dans l'ombre, auriez-vous pu pardonner au nom de la prudence? Ce qui a suivi ressemble moins à un accident qu'à une stratégie. Dans des dossiers de communication et des archives de gestion évoqués par la presse, apparaissaient des listes de diffusion avec des mentions récurrentes. Il était conseillé de ne pas relancer tel sujet, de ne pas ouvrir telle correspondance, et d'orienter les demandes vers l'image humanitaire et l'élégance intemporelle. Ce n'était pas un ordre militaire, mais un mécanisme de mise à l'écart, suffisamment méthodique pour neutraliser les questions gênantes. La légende devait rester lisse, et tout ce qui parlait de tension familiale passait en arrière-plan. Selon plusieurs sources, certains documents proposés à la publication ont été ralentis ou réévalués pour éviter une lecture trop intime de son histoire. Quand une mémoire est administrée par tri sélectif, la vérité devient elle-même une exilée. Ce filtrage n'a pas seulement touché les médias, il a touché la famille. Les fils se retrouvaient face à une version officielle admirable, tandis que des lettres plus complexes circulaient sous contrôle, parfois en copie, parfois tardivement. On leur offrait un récit patrimonial cohérent, mais pas toujours la matière émotionnelle brute qui l'expliquait. Et plus le temps passait, plus chaque révélation arrivait avec le goût amer du retard. Le paradoxe est insoutenable. Audrey voulait protéger ses enfants, et cette volonté a été utilisée pour justifier des décisions qui les ont tenus à distance d'elle. On invoquait la dignité, on fabriquait du silence, on invoquait la sérénité, on repoussait l'essentiel. Au cœur de cette séquence se joue la culmination du traître intime. Le même proche, déjà soupçonné d'avoir ralenti des lettres et trié des effets personnels, aurait aussi pesé sur les circuits de publication, afin que certaines pages restent hors du récit principal pendant les premières années de gestion de l'héritage. Ce n'était plus de l'aide. C'était une prise de position sur ce que les fils avaient le droit de savoir de leur propre mère. La colère vient de là, de cette frontière franchie en douceur, avec le sourire administratif de ceux qui disent agir pour le bien. Et il y a eu, dans cette atmosphère contrôlée, le dernier sursaut manqué. Audrey avait envisagé, selon des témoignages, un projet de transmission plus direct, presque un geste de réconciliation narrative, où ces mots seraient remis sans intermédiaire et replacés dans leur contexte vivant. Ce projet n'a pas tenu, contre la dégradation de son état, la lourdeur des procédures et la résistance des intérêts déjà installés. L'espoir d'un retour à une vérité simple s'est brisé contre la machine qu'elle n'avait plus la force de combattre.
Il reste alors une question qui serre la gorge. Si la carrière d'une femme a été célébrée partout, mais que sa parole de mère a été filtrée par une liste invisible de sujets à ne pas ouvrir, peut-on encore parler d'héritage apaisé? Et c'est précisément quand cette vérité paraissait enfin sur le point d'émerger qu'un objet a tout renversé. Dans un coffret plat, recouvert de toile grise et rangé derrière des dossiers fiscaux, les héritiers ont trouvé une enveloppe épaisse marquée seulement par 3 mots. À remettre au garçon. Le papier était jauni, mais l'encre restait ferme. Et surtout la date manuscrite montrait que ce message devait être transmis bien avant la clôture officielle de la succession. Selon des sources biographiques, cette enveloppe contenait non seulement une lettre d'affection, mais aussi une note d'instruction contredisant la version lisse diffusée à l'époque. La version publique affirmait que certains écrits étaient trop fragmentaires pour être remis rapidement. Or, cette note disait l'inverse, avec une demande explicite de transmission directe, sans filtre. Plus troublant encore, une page jointe mentionnait un rendez-vous privé annulé à la dernière minute par un tiers de confiance au nom du calme familial. Si ce document est authentique, alors le retard n'était plus une maladresse, c'était une décision qui a transformé un dernier geste de mère en pièce d'archive arrivée hors délai. Les semaines suivantes, la mécanique de contrôle s'est révélée dans sa forme la plus froide. Chaque demande des fils passait par des validations croisées, et chaque réponse arrivait polie, prudente, presque irréprochable sur la forme. Mais sur le fond, les zones sensibles restaient bloquées, comme si l'on protégeait moins la mémoire d'Audrey que la position de ceux qui la géraient. Selon certaines publications européennes, des réunions discrètes auraient fixé une ligne commune. Honorer l'icône, éviter les détails affectifs, préserver l'exploitation commerciale. Le contraste social devenait insupportable. Le monde célébrait une figure de tendresse universelle, pendant que ses propres enfants devaient négocier l'accès à des mots écrits pour eux. Dans les cercles de prestige, on appelait cela la prudence patrimoniale. Dans une famille, cela ressemble à une dépossession douce. Puis le nom du principal intermédiaire, jusque-là murmuré, s'est imposé dans les conversations privées. Ce proche, longtemps présenté comme un gardien loyal, contrôlait les accès, les calendriers et les priorités éditoriales. Il ne criait jamais, ne menaçait jamais. Il retardait, reclassait, reformulait. C'est ainsi que naît une trahison moderne, non par violence visible, mais par administration continue du silence. Quand les fils ont comparé les copies reçues avec les feuillets retrouvés dans le coffret, ils auraient compris l'ampleur possible de la coupe. Des passages entiers sur la culpabilité maternelle, sur les absences et sur la volonté de parler à égalité auraient disparu des premières transmissions, selon plusieurs recoupements. On leur avait livré une mère apaisée, presque abstraite. La femme réelle, elle, tremblait encore dans les lignes censurées. Si l'amour le plus intime a été retouché avant d'arriver au destinataire, peut-on encore parler de protection? Et soudain, après des années de silence, celle que la presse mondaine avait transformée en figure à abattre a accepté de parler. Pour la première fois depuis plus de 25 ans, l'ancienne secrétaire juridique du premier cercle s'est assise face à un micro et a livré sa version. Sa voix n'avait rien de théâtral. Elle était fatiguée, lente, mais d'une précision troublante sur les procédures internes. Elle a décrit des chemises marquées « confidentielle famille », des circuits de relecture imposés et des annotations demandant de neutraliser les passages émotionnels trop directs. Selon ses déclarations, elle a longtemps obéi par loyauté institutionnelle, avant de comprendre qu'elle participait à une séparation entre une mère et ses fils. Elle n'a pas dit tout savoir, mais elle a affirmé avoir vu des instructions de report signées par le fameux proche protecteur. Elle a surtout lâché cette phrase qui a glacé les observateurs. Nous avons préservé l'image, pas la relation. Comment ne pas voir, dans cet aveu tardif, le cœur même du drame? Son entretien a déclenché une onde de choc discrète, plus puissante qu'un scandale de une. Pas de cris, pas de poursuites spectaculaires, mais un réexamen méthodique des archives,
des dates de transmission et des versions successives des mêmes lettres. Dans plusieurs dossiers, des écarts apparaissaient entre les textes originaux et les textes communiqués. Rien d'illégal n'était simple à prouver, tout était enveloppé de clauses d'interprétation. Et c'est là que la politique de réputation a rencontré la douleur familiale. Les institutions qui vivaient de l'aura d'Audrey défendaient une mémoire unifiée, exportable, rassurante pour les partenaires et les fondations. Les fils, eux, demandaient une mémoire vraie, même imparfaite, même blessante. Entre ces deux logiques, la guerre ne pouvait être que feutrée, mais totale. Le présumé traître a répondu par une stratégie classique. Il s'est présenté comme le dernier rempart contre la confusion, affirmant avoir protégé tout le monde, y compris les enfants, d'une lecture trop brutale des papiers intimes. Selon certaines sources, il aurait proposé une publication partielle et graduelle, afin de garder la main sur le rythme des révélations. Autrement dit, reconnaître un peu pour éviter que tout sorte. Mais la digue était fissurée. D'anciens collaborateurs, jusque-là prudents, ont confirmé l'existence de réunions où l'on hiérarchisait les vérités selon leur impact médiatique. Les lettres n'étaient plus seulement des souvenirs, elles devenaient des enjeux de pouvoir. Et dans ce jeu, les fils comprenaient qu'ils avaient grandi au bord d'un récit monté sans eux. Quand la personne chargée de préserver votre histoire décide aussi de la réécrire, qui peut encore prétendre parler au nom de la paix familiale? Le dernier tournant s'est joué quelques jours avant qu'Audrey ne quitte ce monde, dans une maison rendue presque muette par la fatigue. Ce soir-là, un visiteur non prévu est entré par une porte latérale, sans passage par le salon habituel, et a demandé un entretien seul à seul. Selon le personnel, il y aurait eu une discussion courte, tendue, avec des voix basses, puis un long silence, comme si une décision irréversible venait d'être prise. Après ce départ, Audrey aurait demandé qu'on reporte encore la rencontre familiale qu'elle souhaitait depuis des semaines, puis elle se serait repliée dans sa chambre avec un dossier fermé. Selon certaines sources, ce visiteur appartenait au même cercle qui contrôlait les transmissions et craignait une remise directe de documents au fil. Le lendemain, plusieurs enveloppes prévues pour un tri final n'étaient plus à leur place initiale et personne n'a pu donner une chronologie claire des déplacements. Le climat a basculé d'un coup. Plus de discussions de fond, seulement des urgences pratiques et des décisions prises en petit comité. Que s'est-il dit pendant cette visite pour que le dernier pont entre la mère et ses fils se referme ainsi? Après la disparition d'Audrey, la machine a avancé vite, presque trop vite. La communication officielle a insisté sur la dignité, l'humanitaire, la beauté du parcours, tandis que les questions sur les papiers manquants restaient reléguées en marge. Dans les mois suivants, certains droits liés à l'image ont été consolidés dans des structures juridiques complexes, difficiles à suivre pour des non-spécialistes. Selon des analystes, cette consolidation a sécurisé des revenus importants, mais a aussi rendu plus opaque la traçabilité de certaines décisions initiales. Les fils ont fini par récupérer des fragments essentiels, parfois grâce à des copies conservées hors du circuit principal. Ils ont alors découvert une mère moins parfaite et plus bouleversante. Une femme qui demandait pardon sans pathos, qui voulait l'équité et qui refusait d'être transformée en statue silencieuse. Le traître, lui, n'a jamais connu de chute spectaculaire. Il a perdu une partie de son influence, s'est éloigné des premières lignes, mais a conservé assez d'appui pour éviter une condamnation publique nette. C'est peut-être la forme la plus amère de l'injustice moderne. La vérité sort, mais la responsabilité se dissout. Puis, les portes se sont refermées, non dans un tribunal, mais dans les habitudes du monde. Les grandes cérémonies ont continué d'honorer l'icône. Les catalogues ont continué de vendre l'élégance. Et au fond des familles, la question la plus simple restait la plus douloureuse. Pourquoi fallait-il attendre l'héritage pour entendre enfin la voix entière d'une mère? Alors, que sont devenus l'argent et les documents manquants? Selon les versions, une partie aurait été absorbée par des frais de gestion, une autre verrouillée dans des entités de droit, et le reste dispersé dans des archives privées
dont l'accès demeure sélectif. Certains parlent d'une conspiration parfaitement huilée. D'autres parlent d'un empilement de prudence qui a produit, sans plan unique, un même résultat: l'éloignement des fils de leur vérité. Il demeure pourtant une certitude humaine qui dépasse les procédures. Audrey Hepburn n'a pas laissé seulement un nom immense et une silhouette éternelle. Elle a laissé des lettres où l'on sent la peur de mal faire, la fatigue de tout porter, et l'amour obstiné de deux garçons qu'elle voulait protéger sans les perdre. Et c'est peut-être cela, le vrai héritage. Non pas une image parfaite, mais une lutte imparfaite, pour transmettre avant qu'il ne soit trop tard.